Yep. Bon, perfect. Bon, ben, écoute, premièrement, un grand merci d'avoir pris ton temps à soir pour venir nous jaser un petit peu de hockey. Plaisir. Alors, on va commencer ça. En fait, là, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ton parcours, là, de où est-ce que tu as commencé à coacher, même si tu as joué aussi, puis où est-ce que tu en es rendu maintenant. Ah, ben, j'ai arrêté de jouer, j'avais à peu près 30 ans de jouer en Europe. Et justement, j'ai été kické un petit peu là-bas avec des jeunes, des clubs. Mais surtout, ma dernière année, notre coach a tombé malade assez gravement. Il était un mois et demi qu'il ne pouvait même pas venir à l'aréna. Donc, c'était Bob Ouellet, le père de Xavier Ouellet, qui était capitaine de l'équipe. Puis, on n'avait pas vraiment d'assistant dans ce temps-là. Donc, c'est Bob qui a pris en charge l'équipe en attendant que notre coach se rétablisse. Il était un genre de joueur-entraîneur. Même à ce moment-là aussi, il était blessé, donc il se concentrait à coacher, mais je me suis joint à lui là, pour préparer les vidéos, les plans de match, les pratiques, des choses comme ça. Puis c'est là que vraiment ça m'a donné la piqûre. Je savais que je voulais rester dans le hockey, mais comment, je ne savais pas trop, mais c'est vraiment là que j'ai compris que c'est ce que je voulais faire. Puis j'ai arrêté de jouer. Puis l'année d'après, je suis allé comme adjoint à l'Université de Trois-Rivières avec Jacques Papa pendant 2 ans. Puis à ce moment-là, pendant la deuxième année, on a, on a travaillé sur une équipe d'expansion de la Ligue Junior 3 pour l'emmener à Joliette. Puis j'ai été là pendant 4 ans comme entraîneur-chef, mais aussi touché à tout parce qu'on est parti d'une équipe d'expansion. On était 4 là, pour gérer tout, là, que ce soit le côté business ou le côté hockey. Fait que, impliqué beaucoup que ce soit dans le recrutement, les pensions, l'école, même le côté commandite, tout ça. Donc, une bonne expérience, ça m'a permis de toucher à beaucoup de choses. On a eu du succès, puis graduellement, ça, j'étais allé comme adjoint avec le Junior de Montréal, Pascal Vincent, Joël Bouchard était avec nous. Ensuite, pendant 3 ans, ensuite, Halifax. À travers ça, j'ai rentré dans le programme de Hockey Canada. Donc, Halifax pendant 5 ans, Drummondville pendant 2 ans, puis 3 championnats du monde junior, dont 2 en chef en 2017-2018. Puis là, maintenant, tout le monde le sait pas mal, là, mais après ta carrière junior, ça s'est poursuivi. Ouais, avec les Canadiens, dans un rôle d'adjoint. Donc, moi, c'est une belle façon là, d'entrer dans la ligue, de voir comment ça se passe, de travailler avec des joueurs plus vieux, des professionnels, les meilleurs au monde. Puis, donc c'est une bonne expérience. Puis, je grandis à travers ça là, comme entraîneur. Puis, travailler avec une personne comme Claude Julien, c'est une personne incroyable. Puis, il me fait beaucoup confiance. Donc, je sais que je peux apporter aussi dans le présent. Puis, ça m'aide dans le futur. Qu'est-ce que vous dirais que ça prend, mettons, à un entraîneur ou pour devenir, mettons, entraîneur ou assistant coach dans la Ligue nationale? Est-ce que ça prend un certain parcours ou bien Ben, c'est sûr que l'expérience, ça ne s'ajoute pas. Tu sais, les moments que j'ai vécu autant junior dans la Ligue junior majeure du Québec euh, avec l'équipe nationale, c'est des choses que tu apprends d'année en année, euh, de semaine en semaine, de tournoi en tournoi. Donc, d'avoir la chance aussi dans des situations pour vivre des championnats du monde, des, euh, des Coupes Montréal, des choses comme ça, c'est certain que ça l'aide sur le côté de la visibilité, parce qu'à un moment donné, c'est certain qu'il y ait un intérêt pour toi, mais ça va être surtout du côté des expériences. C'est des moments de pression, c'est des moments où, en même temps, il faut que tu prépares ton équipe à être à son meilleur dans un moment bien précis. Donc, tout ce build-up-là, que ce soit à travers une saison pour amener
vers les séries éliminatoires de la Coupe Mémorial ou dans un plus court laps de temps comme les championnats du monde. J'imagine que là, avec toute l'expérience que tu as en tant que coach, tu as développé une certaine façon de coacher, façon que tu veux que tes joueurs jouent, que si je ne me trompe pas, tu t'appelles Right Way to Play. J'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu là, de cette façon-là puis de cette mentalité-là un petit peu. Bien, il y a plusieurs choses, ça en fait partie, c'est certain. Pour moi, si peu importe le système que tu peux mettre en place, si tu ne fais pas ces choses-là, tu vas avoir le meilleur système au monde. Si tes joueurs ne sont pas capables d'exécuter ces points-là, ça ne fonctionnera pas. Ou ça va fonctionner à 50 %. Puis quand tu joues à 50 %, bien, normalement, tu gagnes une fois sur deux. Donc, c'est pas un ratio pour lequel on cherche. Donc, pour moi, c'est des choses qui ont une grande influence dans le match, qui font que ton système a du succès, qui font que les joueurs, en même temps, prennent une certaine confiance, prennent une certaine habitude à faire ces choses-là. Donc, c'est des points de repère aussi dans des moments de pression. C'est des points de repère quand les choses vont moins bien, de retourner à ces choses-là. Donc, c'est un noyau qui est important pour moi dans le jeu. Il y a d'autres choses qui alentourent de ça, mais si tu n'as pas ce noyau-là, pour moi, tu n'es pas en contrôle de ce que tu fais. Tu n'es pas en contrôle en bout de ligne. Tu n'es pas en contrôle de tes résultats, autant personnel que collectif. Ça, ce noyau-là, exactement, c'est quoi pour toi? On pourrait. Nous autres, moi, je n'avais identifié à peu près une dizaine pour que notre équipe ait du succès. On tournait là-dedans. Des fois, on en changeait un, on changeait les termes un peu. On pouvait en enlever un, en rajouter un autre. On pourrait en mettre peut-être 5 à 10 de plus en allant vraiment encore plus dans les détails. Par contre, à un moment donné, quand ça devient trop pour tes joueurs, il faut qu'il y ait des points de repère qui sont 5. Et puis, qui englobe, en même temps, il y en a qui englobent plus qu'un point. Donc, on a identifié à peu près à 10. Si on faisait ça à tous les matchs, on pourrait être capable d'avoir du succès. Autant, je pense que les joueurs le comprennent et ils le voient aussi. Ça leur amène aussi du succès individuellement, pas juste collectivement. Donc, ça devient facile à vendre. C'est des habitudes à prendre. Puis beaucoup, ça part des entraînements. Dans tous les points qu'on va voir ou presque, peu importe l'exercice que tu fais, que ce soit un warm-up, que ce soit des fois un peu plus collectif, que ce soit dans un shooting drill, il y a toujours façon d'appliquer ces bases-là. Puis quand tu les répètes, tu les obliges à les faire tout le temps. Mais à un moment donné, ça devient deuxième nature. Puis ça fait partie de notre jeu, ça fait partie de leur jeu individuel. Même on avait développé des façons de le mesurer aussi, savoir comment on performait, puis voir aussi la relation entre quand on le fait bien, c'est quoi l'impact sur le résultat, que ce soit sur les chances de marquer, les buts contre, les buts pour, en bout de ligne, victoire-défaite. On voit souvent la relation entre les deux. Donc, on a des points, des standards précis pour quelques-uns qui sont mesurables, qui arrivent fréquemment dans un match. Là, tu as dit que tu en avais environ une dizaine, tu pourrais en rajouter d'autres. Ça serait quoi, selon toi, les 3 points, les 3 critères les plus importants parmi tous ces points-là? Les plus importants, les angles, le bâton et finir en avant. Il faut que je rajoute un quatrième du côté offensivement, la présence au filet. Donc, pour moi, c'est les quatre qui
sont les plus importants. Mais même, j'aurais de la misère à le réduire à 4. Il faudrait que j'aille à 5 avec le niveau de compétition, le nombre de batailles que tu peux gagner ou perdre la rondelle a une grosse influence aussi dans le match. Donc, c'est toutes des choses que, surtout là, quand j'étais junior, là, que j'avais 100% de contrôle de l'entraînement. Je m'assurais toujours, exemple, d'avoir en début de pratique, après l'échauffement, 3-4 minutes, des fois 5. Pas tellement long, mais c'est un drill où nos joueurs se retrouvaient en compétition avec une bataille pour gagner une rondelle libre de plein de façons. Mais on incluait toujours ça dans nos entraînements. Donc, tous ces points-là, là, vraiment, je m'en servais beaucoup pour bâtir nos pratiques. Et fait, mettons, tes critères de match, objectifs de match, exemple, tu transférais ça dans des pratiques. Oui, non, même chose. Même chose, même si, tu sais, je sais que, évidemment, au hockey mineur, on a un nombre de minutes qui est prévu pour nous sur la glace. On ne peut pas vraiment déborder tout ça. Même dans le nombre de minutes je ne dépassais jamais 60 minutes. Puis, c'est important pour moi et pour nos joueurs. Je leur vendais qu'on va jouer un match de 60 minutes, on pratiquait 60 minutes, mais on imposait un rythme, un tempo, une façon de travailler qui était tellement imposante, qui était rapide, qui était demandante, que les matchs devenaient plus facilement, puis nos standards aussi de réussite dans les entraînements étaient. Je ne les laissais pas avoir du succès. Manquer une passe, c'est pas acceptable. À ce niveau-là, il faut réussir ce genre de jeu-là. La vitesse qu'on bougeait la rondelle, peu importe les détails sur quoi on voulait travailler, on s'assurait que c'était bien fait, surtout. Puis c'était fait avec une pression. Une pression qu'on mettait nous autres, que les joueurs se mettaient aussi pour aller de plus en plus vite, de mieux en mieux, faire chaque chose qu'on faisait. Autant que on voit tellement souvent qu'un joueur dans une pratique qui manque une passe, le joueur va continuer, va se prendre un autre rondelle, il va aller prendre son tir. C'est une des pires habitudes qu'on ne peut pas prendre comme joueur de hockey. Fait que t'es obligé que c'est pas parfait, et tu vas t'arrêter. Puis 2 pieds en arrière de toi, tu vas apprendre, puis tu vas continuer comme on va faire dans un match. De prendre un lancer, même si c'est l'échauffement, de prendre un lancer, puis de tourner, puis d'aller tout ça au bout de la ligne, au lieu d'aller s'arrêter au filet. Donc souvent, même si c'est un échauffement, il s'arrêtait au filet. Il attendait que le prochain lancer arrive. S'il y avait un puck qui traîne alentour, on la met dedans, on s'en va. Là, tu s'en vas au bout de la ligne. Tu sais, toujours finir nos jeux, toutes ces choses-là. Donc, ça devient une façon de penser, une façon de se comporter, puis je pense que ça a une influence aussi dans le match. Tu as bien raison. Moi, si je prends exemple, j'ai commencé à coacher cette année, puis dans les 2 premières pratiques, je virais fou. Les joueurs, ils échappaient à la puck, puis ils en repognaient un autre, puis je virais fou. Je sais pas, mes yeux saignaient, mes oreilles, ça se c'est une des choses. C'est une des choses que des fois je suis invité à aller faire des entraînements avec soit l'équipe de mon fils, des amis qui coachent, mon frère. Peu importe le niveau, c'est des petites choses qu'on peut leur faire apprendre jeunes. Puis qu'après, si on a une continuité là-dedans, ça devient des bonnes habitudes, puis ça se reflète dans le match, puis on a des exemples pour ça. Si je me trompe pas, tu avais t'as du contenu à nous montrer, partager là, pour rajouter sur justement le Right Way to Play. Tu as l'accès au share screen, fait que si tu veux nous montrer ça. C'est ça en le mettant, là, c'est ça que je vais vous parler. Là, c'est vraiment, quand on parle des 10, ça c'est une conférence que j'avais faite, c'est ce qu'on avait utilisé avec Hockey Canada pour bâtir nos championnats du monde. Puis entre le premier et le deuxième, le premier,
on avait perdu en fusillade contre les Américains. Puis on voulait encore pousser ça à un autre niveau qu'on avait raffiné encore pour la deuxième année. Mais, tu sais, exemple, c'est vraiment comme équipe, là, les 10 choses qu'on faisait puis qu'on utilise encore aujourd'hui. Il y a des parties de ça qu'on utilise avec les Canadiens. C'est des choses avec lesquelles je travaillais beaucoup quand j'étais avec les Voltigeurs, que j'avais commencé un peu tranquillement à développer avec les Mooseheads. En travaillant aussi avec Joël, avec d'autres entraîneurs comme ça. Mais, donc, on en est venu, là, c'était les 10 points importants qui étaient pour nous aider à gagner, puis qui étaient des choses qu'on contrôle. Puis quand je dis qu'on peut l'inclure dans tout ce qu'on fait sur la glace, dans un entraînement, bien, vous voyez, peu importe c'est quoi l'exercice, il y a des choses qu'on peut faire là-dedans. La plus grosse différence entre une saison régulière, junior majeur, exemple, puis aller au championnat du monde, junior, c'est le temps que tu as pour te préparer. Donc, le plus difficile pour un joueur junior qui arrive au championnat du monde, c'est tu vas passer de jouer du hockey, de la Ligue canadienne de hockey au début décembre. En dedans de 2 semaines, il faut que tu sois capable de jouer des playoffs de la Ligue américaine. Donc, d'élever ton jeu autant que ça. Sauf que la différence, c'est que tu n'as pas le build-up qui t'amène aux séries. Comme junior, tu vois le jeu. Tu as peut-être 3 périodes dans l'année où tu vois le jeu s'élever. Début de saison jusqu'au mois de novembre. Là, les équipes, les joueurs prennent un autre step. Tu as de novembre jusqu'à la période des échanges où le jeu a levé, mais une fois passé la période des échanges, tu vois le jeu monter encore dans le cran en approchant jusqu'aux séries. Puis aux séries, ben, ça monte encore. Mais au championnat du monde junior, on n'a pas ce temps-là pour bâtir ce momentum-là avant d'arriver au tournoi. Donc, il faut vraiment le faire en presque 5 jours de préparation qu'on a une fois que l'équipe est faite. Donc, c'est quelque chose qu'on avait déjà commencé à parler durant l'été à nos joueurs. C'est des choses qui, quand ils sont arrivés au mois de décembre, pour faire l'équipe, ils savaient qu'on était pour porter beaucoup d'attention à ça. Quand on a fait l'équipe, ben, c'est là-dessus qu'on s'est vraiment préparé. Donc, ce que je faisais, on parlait tantôt de la durée d'entraînement, mais moi, je prenais charge de la première partie d'entraînement de 45 minutes où c'était presque uniquement notre identité d'équipe, là, comment on était pour jouer donc, et notre play the right way. Tous nos points-là étaient grandement impliqués, faisaient grandement partie des premières 45 minutes qu'on s'entraînait tous les jours. Donc, je mettais beaucoup d'intensité là-dedans, beaucoup de tempo, beaucoup de mouvements de rondelles, de façon qu'on voulait jouer. Puis, après ça, on va se faire la glace, puis on venait sur la glace, c'était vraiment là mes adjoints qui prenaient plus le côté de notre système, qui bâtissaient des exercices qui étaient plus cérébral, juste comprendre qu'est-ce qu'on voulait faire sur notre échec avant, tout ça. Mais comme je disais tantôt, si on ne faisait pas ces points-là, peu importe le système qu'on mettait en place, on n'avait pas de succès. Ça, c'est des choses que tu vois et tu reconnais quand tu arrives dans les séries. Tout le monde dit que tout le monde monte leur jeu d'un cran, mais c'est sur ces choses-là que les joueurs sont plus dédiés à bloquer des lancers, à aller au filet, etc., être plus physique. Donc, c'est là-dessus que moi, je me concentrais, que je m'assurais que nos joueurs là, ils étaient pour être en mode de série quand le tournoi commençait. Donc, on a les 10 points aussi. Si on regarde, c'est simple. Tu regardes les points, tu dis, tu sais, c'est facile, ça. Mais plus souvent, on l'oublie. C'est comme, c'est tellement simple que, tu sais, on le met de côté, on le prend pour acquis que les joueurs vont le faire. Mais même quand on arrive au niveau de la Ligue nationale, il faut revenir sur ces points-là parce que ils travaillaient là-dessus parce que
c'est des choses que nos joueurs ont tendance à oublier ou ont développé des mauvaises habitudes. Donc, d'être capable de le faire, donner ça à nos joueurs jour après jour, qui prennent ces bonnes habitudes-là, ça va les suivre euh, n'importe quel niveau qu'ils vont aller. Il y a un des meilleurs pour ça là, que j'ai vu. On est allé voir Anthony Cirelli jouer à Oshawa. Puis, on était moi puis Joël. Et puis, on voulait vraiment des joueurs, là, quand on parle de jouer de la bonne façon, là, on regardait ces points-là, là, puis on allait voir nos joueurs puis, pour préparer la liste des joueurs qui n'étaient pas été invités au mois de décembre. Puis, après une période, on s'est regardé, puis il y avait toutes les boxes qui remplissaient sur ces points-là. Puis on regarde aujourd'hui la façon qu'il joue. C'est pas le gars le plus talentueux, mais comment il apporte à son équipe à chaque fois. Et juste parce qu'il est capable de. Il fait ça, là. Il fait ça à tous les jours, il fait ça à tous les matchs. Puis, c'est une des raisons pourquoi, selon moi, il y a beaucoup de succès comme joueur individuellement. Ça revient un peu à garder ça simple au bout de la ligne. Là. Garder ça simple, mais le faire de la bonne façon, puis d'être constant à le faire. Donc, c'est pas tellement compliqué. On avait mis la description pour chaque, mais c'est de gagner des batailles, des courses, s'arrêter sur les rondelles. On en parlait tantôt dans les entraînements. S'arrêter au but. Pas s'arrêter en arrière du but, pas aller tourner dans le coin, pas arrêter en bas de la ligne des buts. De façon qu'on protège la rondelle. On va travailler fort pour la récupérer. Une fois qu'on l'a, on veut la garder ou la mettre dans des zones, dans des endroits où on va pouvoir la récupérer. Protection de rondelle, bloquer des lancers. Bloquer des lancers, ce qu'on faisait, je le faisais junior aussi. On l'avait fait à chaque tournoi aussi, au championnat du monde, mais il faut vraiment prendre le temps de montrer aux joueurs comment bloquer des lancers. Et même, on sortait des rondelles de rubber, là, les rondelles molles, puis on s'installait, puis on leur faisait prendre différentes directions. Comment aller chercher la zone de tir, comment bouger sur le joueur qui a la rondelle, comment s'enligner aussi, parce que souvent ils vont s'enligner sur le joueur au lieu de sa rondelle. Donc ça rouvre. Plus tu montes de niveau, plus les défenseurs sont bons à bouger east-ouest pour se créer des lignes de lancer. Avoir une mentalité de shooter, d'avoir une présence au gardien. Combien de fois que, puis on va le voir dans la vidéo tantôt, mais un joueur qui va au filet, comment se positionner par rapport au gardien de but. Puis on en faisait beaucoup, ça. Plus tu montes, plus les gardiens sont bons. S'ils voient la rondelle, ils vont les arrêter, mais pas avec ça. C'est que souvent, c'est pas nécessairement sur le premier lancer que tu vas marquer, mais sur le retour. Si le gardien est en difficulté à voir la rondelle, souvent il va se retrouver dans une moins bonne position pour jouer le retour, puis c'est là que tu peux en profiter. Revenez au-dessus des rondelles, ça c'est vraiment une habitude aussi. Aussitôt qu'on perd la rondelle, que nos joueurs restent pas en arrière de la rondelle, mais qu'ils reviennent vraiment au-dessus de la rondelle, créer un bloc de 5 quand on perd la rondelle. Nos bâtons, nos bâtons sur la rondelle, nos angles, finir en avant, tu sais, quand moi je jouais, puis si on recule, là, au début des années 2000, des années 90, comment on pouvait accrocher, mais aujourd'hui, on ne peut pas accrocher, mais une façon de ralentir l'autre équipe, une façon de gagner du temps pour le défenseur contre un échec avant, c'est de finir en avant. C'est finir, dans le temps, le monde disait on va finir nos mises en échec, c'était plus une question de peut-être intimider l'adversaire ou user physiquement l'autre équipe. Ça les use, ça use l'adversaire, c'est certain, parce que tu les obliges tout le temps à arrêter ou à patiner à travers quelqu'un qui vient les bumper. Mais ça ralentit, c'est une nouvelle façon d'accrocher, c'est de créer de l'interférence avec ton corps. Donc, on en parle beaucoup de ça. Les deux autres points qu'on a parlé, mais ça, c'était vraiment un type d'équipe. Mais
combien de fois qu'on voit des équipes, peu importe les mises au jeu, peu importe c'est où sur la glace, des fois, là, c'est pas obligé d'être compliqué d'avoir un jeu là, qui va prendre 5 bonnes passes avec un timing parfait pour scorer un but sur une mise au jeu en zone offensive, par exemple. Mais d'avoir quelque chose de simple, un plan ou quelques plans simples, quelques options simples, mais que nos joueurs soient sur le bout des orteils et soient prêts à sauter. Autant ces rondelles libres quand tu gagnes ou perds, puis où s'en aller dans les deux cas. Que ce soit dans les trois zones. Puis, une chose qui est importante, on le voit beaucoup sur les joueurs qui sont plus dominants là, à chaque niveau, c'est le 40 secondes sur la glace. Si on veut jouer avec le match est tellement, le hockey est tellement vite aujourd'hui, puis on veut, moi j'aime que notre équipe joue rapidement, que ce soit un pace qui est très rapide, autant avec que sans la rondelle. Il n'y a pas beaucoup de, il y a pas de moment où on fait juste attendre que l'adversaire s'en vienne vers nous, mais on est plus des chasseurs. Donc, le 40 secondes, là, pour moi, c'est quand ton équipe réussit à avoir tout le monde en bas de 40 secondes de moyenne par présence sur la glace, normalement, tu vas avoir une bonne pace dans ton match. Et une des façons qu'on utilisait pour faire ça avec nos joueurs, c'est le temps. Le temps de glace, puis c'est pas si compliqué. Là. Il y a une application sur l'iPad que tu rentres tous les joueurs, puis tu peux avoir un parent qui aide ou un bénévole ou peu importe, qui prend le temps de glace de chacun, qui c'est pas tellement compliqué. Puis de les sortir après, nous autres, on les sortait après chaque période, je les gardais. Il y a notre préparation, dans nos matchs préparatoires, tu sais, j'allais vraiment chercher en avant de tout le monde ceux qui n'avaient pas respecté ces 40 secondes-là. Pas en étant clair avec les autres qui étaient au-dessus. Mais ce qu'on faisait surtout et qui marchait bien, c'est qu'après les matchs, le lendemain, on enlevait le total de temps sur la glace. On faisait juste regarder la moyenne. Puis on surlignait ceux qui étaient au-dessus de 40 secondes, puis on les mettait sur le mur. Puis après 2-3 matchs hors concours, là, tout le monde était en bas de 40 parce qu'il n'y a personne qui voulait aller. Puis tout le monde se courait pour aller voir la feuille pour dire ah shit, j'étais à 42, je suis en jaune, je ne veux pas être en jaune. Rapidement, là, on est arrivé à faire respecter ça de nos joueurs. Si on va aux vidéos, ça explique chacun. Puis, je vais vous dire un peu comment que, pour moi, qu'est-ce qui était important là-dedans. Puis, si on regarde toutes les batailles comme ça qu'on va gagner pour la rondelle, ici, là, c'est des moments, c'est tous des petits plus que tu emmènes dans ton match. Quand tu réussis à aller chercher ça, puis tu les empiles, c'est du momentum pour ton équipe. C'est du temps en zone offensive, c'est du temps que tu as avec la rondelle de plus. Donc, si tu fais une gagnée, une perdue, comme joueur individuel, tu deviens un joueur qui est 50-50. On l'a dit tantôt, un joueur qui est 50-50, une fois sur deux, il t'aide à gagner. C'est pas ça qu'on cherche. Puis comme équipe, mais en bout de ligne, ça va ressembler à ça tes résultats. Donc, si on regarde la deuxième séquence, c'est 1-1, il reste 1 minute 50 en troisième période. C'est de la façon ici que Batterson, tout le monde parle du jeu de. On voit Batterson qui vient de gagner une grosse bataille là, avec une 44. Il l'envoie à la défense. Puis la rondelle, notre défenseur fait un excellent jeu. Il rejoint notre gars qui s'en va au filet, Stingbergen. Puis Stingbergen, évidemment, puis Timmins à la défense ont beaucoup de crédit pour ce jeu-là. Mais si Batterson ne gagne pas sa bataille sur le forecheck, ben ça, c'est le but qui nous a donné la médaille d'or. Donc, c'est des petits plus comme ça qu'il faut empiler tout le temps. Ça aurait été sur les rondelles libres, ça aurait été au filet. On a encore des exemples. Puis, si on regarde avec les Canadiens, il y en a un qui vient de signer un contrat pour 6 ans,
6,5 millions. Sa plus grande force, c'est la façon qu'il va au filet, Gallagher, la façon qu'il va au filet, qu'il s'arrête au but, combien de buts qu'il marque en dedans de 10 pieds du filet parce qu'il est présent et il est tenace dans cette région-là. Ben, c'est des habitudes à prendre, c'est des choses que, oui, il y a ça en dedans de lui, mais c'est des choses que nos joueurs contrôlent, peu importe le niveau de talent. Tout le monde est capable quand même d'aller au filet, s'arrêter pour se créer des chances encore plus. Mais si on regarde ici, c'est des choses, on regarde Steele qui est devant le filet, il est allé s'arrêter en haut du bleu encore. C'est des choses qu'on peut incorporer dans nos entraînements à chaque fois. Peu importe c'est quoi, que ce soit après un lancer ou quelqu'un d'autre qui lance une séquence qui est plus collective, s'assurer que notre premier joueur va aller s'arrêter vraiment au filet. S'arrêter aussi, on a nos 5 joueurs qui sont arrêtés sur une bataille. On voit le 23, le 25. Dubé qui est sur la bande. Tous nos attaquants qui ont une bataille, il n'y a personne qui commence à tourner alentour. Tout le monde vient s'arrêter. Puis on récupère la rondelle, on est capable de sortir les 5 ensemble, 200 pieds plus loin. Ça nous amène, parce qu'on est sortis tous ensemble, parce qu'on était tous arrêtés, ça nous amène à avoir des options, puis ça nous amène jusqu'à un but sur ce jeu-là. Autant ici, rondelle libre, on regarde Dubé qui est en avant de celui de notre joueur rouge là, qui est le plus dans le milieu de la glace, comment il s'arrête, il revient tout de suite dans le jeu. C'est lui qui revient sur le Finlandais. S'il avait pris un grand cercle pour revenir dans le jeu, c'est un 3 contre 2 clair qui s'en venait contre nous. Donc, ces habitudes-là de s'arrêter sur les rondelles nous permettent de récupérer plus de rondelles, mais aussi de revenir dans le jeu plus rapidement. Et bien, ça empêche des jeux offensivement pour l'autre équipe, mais ça nous permet aussi de récupérer plus de rondelles. La façon qu'on gère la rondelle, qu'on la protège, on travaille tellement fort pour la récupérer. Et une des choses là, dans le hockey aujourd'hui, c'est qu'avant, on voyait beaucoup de joueurs, si on recule, c'est sûr, si vous regardez des clips de Gretzky dans le temps qu'il jouait, en dedans de 10 pieds dans la ligne bleue, il était capable de tourner, faire un délai, acheter du temps. Mais aujourd'hui, la façon que les équipes back-check ou la pression qui vient derrière, de faire un délai, c'est plus alentour des hash marks, où là, vraiment, on peut impliquer nos défenseurs, où la plupart des équipes vont avoir leurs joueurs qui vont revenir très bas, donc ça ouvre le haut de l'enclave, un peu comme ça avec McCarr. Donc, il n'a pas lancé la rondelle partout, il n'y avait pas d'option, il l'a protégé, il a gagné du temps. C'est important aussi de donner des options à nos joueurs. Ça veut dire que si McLeod, sur ce jeu-là, il n'est pas capable de frapper McCarr, l'autre option qu'on donnait, ou une des options qu'on donnait, c'était qu'il l'envoyait derrière le filet. On avait un autre joueur qui s'en allait dans cette direction-là aussi, donc pour qu'on puisse garder le contrôle. Des fois, c'est pas nécessairement juste c'est pas surtout pas s'en débarrasser, mais c'est de la mettre dans un espace qu'on va la récupérer. Donc, regardez ici, cette zone-là, nous autres, on l'appelait la zone rouge, qui était 10 pieds en dedans de la ligne bleue, sur la bande, où est-ce qu'on a la rondelle présentement. Et sur ce jeu-là, on va perdre, mais on mesurait ça. C'est important pour nous d'avoir du succès et de travailler avec nos jeunes joueurs sur les jeux le long de la bande sur nos sorties de zone. Souvent, les attaquants, surtout, une des plus gros ajustements qu'on va faire quand ils arrivent dans le hockey professionnel, c'est comment ils sont capables de faire ces jeux-là en dedans de la zone 10 pieds, en dedans de la ligne bleue. Là.
dans ta zone pour choisir des options, sortir la rondelle comme il faut. Parce que c'est beaucoup d'équipes présentement qui peinent que leurs défenseurs descendent sur nos alliés. Donc, il faut vraiment être bon à gérer la rondelle le long de la bande comme ça. Donc ici, ça aurait dû être un jeu facile une fois qu'il a protégé la rondelle, mais il s'est fait enlever. Puis ça, c'est un point critique de perdre des rondelles dans cette région-là. Surtout aujourd'hui, on veut que notre quatrième joueur en offensive, évidemment, c'est un défenseur qui fasse partie de l'attaque. Donc, si on perd la rondelle là, on a des chances que ça revienne en chance de marquer de l'autre côté. Bloquer des lancers, je l'ai parlé tantôt. Je pense que c'est quelque chose qui fait partie qu'il soit prêt à payer le prix, mais aussi qu'on peut pratiquer. Il faut rester sur ses pieds le plus possible. Il faut être le plus large possible, mais surtout, il faut bien s'enligner avec la rondelle. Des fois, ça ne sera peut-être pas un lancer que tu vas bloquer, mais c'est une rondelle que tu vas forcer à aller, que le défenseur va soit retourner dans le fond du territoire ou qu'il va lancer, qu'il va manquer le filet parce que tu étais dans une bonne position ou que tu vas bloquer. Donc, la façon que tu te places, c'est la façon ici qu'on monte. Ça, c'est des choses qu'on avait pratiquées justement, d'aller, chercher la ligne de tir en premier, ensuite monter vers le défenseur pour bloquer la rondelle. Même chose qu'on avait fait pratiquer on avait séparé notre groupe, on avait mis nos défenseurs dans des situations où qu'eux pouvaient bloquer des tirs, puis donc, surtout sur le désavantage numérique, puis on regarde la façon que Mété se place avec ses pieds qui ne font pas face aux tireurs, mais qui sont pointés vers le coin. Il enlève le côté éloigné du filet, laisse le côté intérieur rapproché à notre gardien. Pour lui, il veut tirer du côté de son gant, ça devrait être un arrêt facile pour lui, mais jamais il devrait tirer sur le poteau le plus éloigné. Donc, la façon qu'il se place, c'est si des fois il y avait une option sur la ligne des buts, ben, mettez dans une position aussi pour faire juste un 45 degrés pour retourner, tout dépendamment de la philosophie du piqué, autant sur le gars sur la ligne des buts ou retourner sur le joueur qui est dans le milieu de la balle. Avoir une mentalité pour lancer et présence au filet, mais pas juste présence au filet, on utilise beaucoup goalie presence pour être d'en face du goaler, vraiment. Donc, on regarde ici, c'est plus sur un rush, mais de la façon, encore une fois, qu'on va aller s'arrêter au filet. Encore une fois, ici, arrêter devant le but. La rondelle revient en haut. On a encore deux gars qui s'en vont vers le but. Les lancers de la ligne bleue. On regarde ici, on a deux séquences. Et parce qu'il fallait vraiment aller rapidement dans notre préparation, on filmait nos entraînements, puis c'est des clips qu'on utilisait le lendemain matin avant d'aller à l'autre entraînement pour s'améliorer. Ce drill-là, c'est un drill de transition en zone neutre qui finissait avec un lancer des attaquants, puis les défenseurs suivaient. On finissait toujours avec un lancer de la pointe. On regarde, on avait tout le temps un joueur qui était placé devant le gardien de but. Il y a un deuxième qui, un peu comme on a marqué le but en finale, qui cherche de l'espace libre alentour. Donc, on regarde notre premier joueur qui est devant le filet. On voit qu'il est carré avec la rondelle. Il force le gardien à garder à travers lui. Il ne voit pas vraiment la rondelle. Donc, ça, c'est une bonne séquence. Puis on finit notre jeu. On regarde sur l'autre. Quand la rondelle change de côté, on regarde le trou que ça crée. Bien, ça, c'est trop facile pour le goaler.
ou des joueurs qui essayent de jouer au toréador, là, qui essayent juste de tiper la rondelle au lieu d'être complètement face dans les yeux du goaler. Donc, c'est une bonne, une mauvaise qu'on utilisait avec nos joueurs pour qu'ils puissent voir, qu'on puisse s'adapter vite, qu'est-ce qu'on voulait faire, qui était prêt à le faire aussi. Et finir nos jeux tout le temps. Revenez au-dessus de la rondelle, on peut voir là, ici là, nos 5 rouges. Là. Regardez, on a un joueur qui s'en va vers la porteur de la rondelle, mais les deux autres, c'est tellement une clé pour moi, là, pour récupérer la rondelle rapidement puis de jouer rapidement après, si on réussit un bloc de 5 comme ça en arrière, mais encore là, ça ralentirait le jeu pour eux, ce qui ne nous dérange pas. On a un joueur qui pousse sa rondelle, on crée un revirement, comme ça on peut jouer rapidement. Si c'est nos défenseurs qui récupèrent, bien, on est connecté encore avec nos attaquants, puis on peut relancer vite pour attaquer tout ensemble. On regarde ici, on ne le fait pas. On regarde le 21, il va swinger en arrière du filet. La rondelle bouge. Puis on regarde pourquoi que notre gap n'est pas bon. C'est une des raisons, c'est à cause du 21 qui est allé tourner en arrière du but. Et on voit comment ça donne de l'espace à l'autre équipe. Ça leur donne de la vitesse, plus dur à défendre. On va passer plus de temps dans notre zone. Donc, on a vu une bonne, on a vu une mauvaise séquence. C'est quoi les conséquences de ne pas revenir justement au-dessus de la rondelle comme ça? Donc ça, on avait des drills aussi pour ça. Tu sais, que ce soit, on simulait une bataille dans le coin à 2 contre 2, on avait notre troisième homme, dans le fond, c'était 5 contre 5, puis on faisait juste... on avait un joueur qui était près de l'autre côté. Puis aussitôt qu'on sifflait, c'est comme si la rondelle bougeait, s'en allait de l'autre côté. Donc, nos joueurs étaient obligés de sprinter au-dessus. Ça devient un exercice à 5 contre 5 qui ressemble à notre pression arrière, notre back-check, mais qui part aussi avec nos réactions. Comment on réagit quand la rondelle elle bouge et elle s'éloigne de nous. Alors, aussitôt qu'elle s'éloigne de moi, je sprinte au milieu. Bâton sur la rondelle, les angles. Donc, un exemple ici, Comtois, il n'arrive pas de bâton. Bâton ici, regardez Steenbergen, c'est pas un gros joueur. Juste la façon qu'il arrive avec son bâton, avec son angle, il coupe la route, on récupère la rondelle. Donc, on en faisait beaucoup de ça. C'est un autre exercice qu'on faisait quand on parlait des batailles un peu. Là. Ça peut inclure ça aussi. Donc, un joueur qui va chercher la rondelle, combien ça arrive de fois aussi? Un attaquant qui pourchasse un défenseur qui vient chercher la rondelle dans le haut de sa zone ou dans les cercles. Et puis, le défenseur est dos à toi. Donc, comment tu vas le jouer? Donc, c'est une autre façon de prendre des angles, comment utiliser ton bâton. Tu ne peux pas être trop collé dessus, à un moment donné. Surtout à ce niveau-là, les défenseurs deviennent tellement bons ils font une coupe de move puis ils perdent. Donc, d'être capable de diriger et d'être patient assez pour savoir quand il va tourner. Boum, bâton, les angles, très important. On le voit encore comment ça s'applique dans les matchs. Ici, avec Kachuk, avec son angle sur le défenseur aussi qui fait la passe. Il est prêt ensuite à frapper, ce qui va être notre deuxième point. Finir en avant, puis bumper, ralentir notre équipe, couper des routes, acheter du temps pour nos défenseurs, user physiquement notre équipe qui les oblige à s'arrêter tout le temps, à repartir au lieu de garder leur momentum. Donc, si on regarde, ça, c'est un des exercices qu'on faisait. On ne veut pas que nos attaquants ils patinent de reculons. Donc, c'était un genre de 1 contre 2 avec un attaquant qui est troisième homme. Comment attaquer le joueur avec la rondelle. Comment communiquer aussi avec le défenseur. C'est-à-dire, on ne veut jamais avoir deux joueurs en dehors des points mis au jeu.
Donc, c'est une autre sorte d'angle, mais aussi d'être capable de finir en avant. Puis on regarde ici, on tombe épaule à épaule, ce qui permet de, même en arrière, ce qui permet aux joueurs de l'autre équipe de prendre le milieu. Donc, on veut garder, on veut tuer des jeux rapidement pour être capable de prendre des angles. Donc, ici, on ne l'a pas bien fait. Une autre sorte d'exercice qu'on faisait, de façon qu'on s'approche, qu'on coupe, qu'on va passer en avant, frapper ses gants, c'est leur target. Mais si tu frappes les gants, tu sais que tu es en avant du joueur. Si tu frappes ses gants, tu vas l'obliger à ralentir, à s'arrêter. Il ne peut pas passer à travers toi. Et ça, on l'avait mis une journée. On s'attendait à ce que nos joueurs soient meilleurs à le faire. Il a fallu revenir la deuxième journée, vraiment mettre l'emphase. Puis au fur et à mesure, on ne délaisse jamais rien en disant OK, ils l'ont compris. On leur touchait tout le temps, on ajoutait tout le temps de jour en jour. Là. Même si c'était plus court comme exercice, ben, on en faisait faire quasiment tous les jours. Junior avec mon équipe, c'est certain qu'il en faisait un par jour. Il partait de différentes façons, des angles différents, mais il y avait tout le temps, il y en avait toujours dans le match. Donc, de finir en avant, on voit l'importance aussi. On regarde, on vient au-dessus de la rondelle, le 16. Ce joueur-là fait la passe. Si on ne le frappe pas, il peut continuer dans le jeu. Donc, on va juste passer en avant, on le bombe. Le 12 fait la même chose. Maintenant, si on regarde, le 21 blanc, il est isolé contre, si on veut, 4 ou 5 rouges qui sont à l'intérieur. Il y a un blanc, 5 rouges. Donc, ça l'aide nos défenseurs, ça l'aide à récupérer la rondelle. Tous les défenseurs, plus on monte de niveau, les défenseurs veulent sauter dans l'attaque. Donc, on regarde juste ce bump-là. C'est le défenseur qui vient de faire un jeu, le ralentit, puis on revient en avant de lui. Ça l'empêche de sauter dans l'attaque. Mauvais angle, un peu l'angle qu'on a vu tantôt, qu'on pratiquait. Mauvais angle, trop agressif, trop vite. Mais on finit là. Regardez ici l'impact du 20 de ne pas finir en avant de son joueur. C'est le premier joueur qui est sur le faux check. C'est lui qui récupère la rondelle. Donc, c'est une façon de rendre la vie difficile à l'autre équipe. C'est une façon de protéger tes défenseurs. C'est une façon de donner plus de temps à tes défenseurs pour trouver des options pour sortir la rondelle. Des exemples de face-off, juste, c'est simple, mais autant quand on perd, d'avoir encore nos gars qui reviennent au-dessus de la rondelle, d'avoir nos défenseurs qui sont actifs, ça nous permet de créer de la pression, récupérer la rondelle. Juste parce qu'on est sur le bout des pieds, on est prêt à partir. Autant que quand on gagne, ici c'est un rôle, le joueur de la banque qui vient au-dessus, l'autre qui vient en dessous, mais d'être sur la même page, ça nous permet d'avoir une chance de marquer parce qu'on est sur, encore une fois, sur la même page, on est sur le bout des pieds. Discipline. Dans le deuxième championnat du monde qu'on a fait, on a joué un match extérieur. Un match qui était quand même important, mais les Américains avaient trouvé le moyen de perdre un point ou 2 points contre une équipe qui ne devait pas. Et le match extérieur, donc on avait un avantage. Un match qui allait en prolongation, on s'assurait de la première place. Donc, on avait super bien joué la moitié du match, même presque 40 minutes. Mais ensuite, on s'est éloigné des points qu'on a parlé, dont la discipline. Et on a attendu jusqu'en demi-finale pour vraiment utiliser les clips de ce match-là pour préparer les matchs importants de la demi-finale finale. On a parlé beaucoup de ça, mais ce genre de pénalité-là qu'on a pris cette journée-là, vu qu'il neigeait en plus, ces points de base-là qu'on parlait sont devenus encore plus importants. Et on a vraiment mis les Américains dans le match avec
ce genre de punition-là. Puis finalement, c'est un match qu'on avait perdu en fusillade. On avait quand même fini premier, mais c'est une des raisons pourquoi on a gagné c'est probablement une des raisons pourquoi on a gagné une médaille d'or. C'est ce qu'on a appris dans ce match-là aussi. Donc voilà, ça termine les vidéos de ce côté-là. Un point qui est, pour moi, qui est très important, là, peu importe, tu sais, des fois, on sent notre équipe plus nerveuse, on sent notre équipe qui joue, s'en va pour jouer un gros match, que ce soit une finale ou les jeunes, où il y a plus de monde dans les estrades, peu importe. C'est une bonne façon de les raccrocher aussi. Plus ils sont jeunes, peut-être on peut en avoir encore moins de points, peut-être on peut en avoir 3, 4, 5, peu importe. Réduire un peu la liste, mais s'assurer que ça, on les fait bien. Puis graduellement, quand ils grandissent, on peut en rajouter, mais c'est des points qui. Sur une saison de 82 matchs ou 68 matchs juniors, tu ne te sens pas à 100% à tous les soirs. Tu n'auras pas ton meilleur match tout le temps, mais si tu t'assures que tu amènes ça à notre équipe à tous les jours, mais des fois, ton mauvais match va se transformer en bon match individuellement. Collectivement, tu vas avoir des fois un mauvais départ, mais tu t'accroches avec ça. Ça te permet de t'accrocher au game, ça te permet d'avoir la différence entre ton moins bon match et ton meilleur match. Au lieu d'être grand comme ça, ben, ça réduit un peu. Ça te permet, autant individuellement que collectivement, de rester accroché à la game. C'est des points qui ont l'air anodins, mais que tout le monde presque sait, mais qui n'applique pas tout le temps. Puis que quand tu vois sur des vidéos comme ça, c'est ce qui fait une différence entre tu gagnes la médaille d'or ou non. Ouais, mais tu sais, je regarde juste la finale de l'année d'avant. On en avance de 4-2 en finale. En troisième période, on fait un mauvais changement. On fait un revirement justement dans une zone, en dedans de la ligne bleue. On ne tire pas le jeu avec notre bâton. Tu sais, souvent, tu empiles les moins, puis ça te coûte de l'autre côté. Tu empiles les plus, ça te donne des bons résultats de l'autre côté. Exactement. Écoute, on va finir ça avec. J'ai deux petites questions pour toi pour finir. La première, c'est jusqu'à maintenant dans ta carrière, c'est quoi ta plus grande fierté? Puis finir ça après ça avec si tu avais une petite anecdote à nous donner. La plus grande fierté. Ben, ça serait facile de dire, exemple, c'est la Coupe mémoriale ou le championnat du monde. Mais je dirais plus c'est le processus, puis les personnes avec qui j'ai travaillé, puis c'est vraiment ce processus-là. Autant on a eu du succès à Joliette, c'était Junior 3, mais j'en garde des souvenirs aussi, le fun d'avoir réussi à bâtir quelque chose avec des gens, avec des joueurs qui, même s'ils savaient qu'ils ne deviendraient pas des professionnels, quelque chose de spécial. Même chose, si on regarde à Halifax, ça a culminé avec une victoire à Coupe Montréal, mais les deux saisons là, qui nous ont emmenés là, c'est un processus qui. C'est ça qui fait que c'est le fun de gagner. T'sais. Donc, c'est pas juste un moment, c'est ce processus-là dans lequel tu embarques à chaque fois. Des anecdotes, ça dépend sur quoi, mais j'ai tellement eu des. Ma blonde elle me dit souvent que tous les gars de hockey, me semble, à chaque fois, j'ai l'air à dire que c'est tellement tous des bons gars. Là. Elle a de la misère à me croire tellement que. Mais c'est toutes ces personnes-là. Donc, j'ai eu tellement de bons moments. Ce serait dur, encore là, une anecdote. Que, une chose qu'on avait faite, par exemple, c'est la finale de la Coupe Montréal était à 5 heures parce que le tournoi était en Saskatchewan. Donc, il y avait 2 heures de différence, 7 heures de l'Est, mais c'était à 5 heures. C'est une heure qui est difficile
pour une équipe junior. D'habitude, tu joues à 3 ou 4. Quand tu joues à 3 ou 4, tu n'as pas de morning skate. Quand tu joues à 7, ça arrivait des fois qu'on faisait un morning skate, même si de plus en plus, ils disparaissent. Cette journée-là, vu qu'on avait joué notre dernier match à mardi, je chantais mes joueurs un peu sur le nerf, ce qui est normal aussi. On était allé à l'aréna, mais j'avais habillé juste les 20 joueurs. Puis on avait vraiment, j'avais dit au gars, on va patiner exactement 15 minutes. Puis en 15 minutes, on avait fait l'échauffement, morning skate, stretching. Puis en 15 minutes, on était out. Puis après la première période, on menait 3-0. C'était probablement une des décisions où tu n'étais jamais sûr de comment ça va aller parce que mais connaître ton groupe, c'est tellement important. Puis je sentais que c'était la chose à faire cette journée-là. Peut-être qu'avec un autre groupe, je sentirais le contraire, mais puis notre départ nous a permis probablement de gagner le match. Ouais. Donc, il faut vraiment. C'est une chose qui était tellement importante aussi avec Hockey Canada, connaître nos joueurs, connaître qui tu coaches. C'est ça qui te permet de sentir comment ils se sentent, c'est quoi le niveau d'énergie, le niveau de confiance, tout ça. Donc, ça ressemble à ça. Écoute, un grand merci encore une fois d'avoir pris tout ce temps-là pour tout délivrer ce gros contenu-là avec nous. Plaisir.